Ça ne débranche jamais sur les routes du Tour de France. Et normalement, cette 17e étape ne devrait pas déroger à cette règle de base. Donc, 160 km 400 à disputer entre Bolène et Valence. Départ musclé. Maximilian Charman, double vainqueur de Paris-Nice, contrôle l'échappée. Un quatuor qui ouvre la route pour cette 17e étape du Tour de France, direction Valence. Il est là, ce quatuor. Albanese, Abramsen et deux Français, Burgodeau-Paché. 4 valeureux qui comptent seulement 2 minutes et 35 secondes d'avance. Le sprint intermédiaire dans 17 km. Il y aura donc des points à prendre pour le peloton. Si Jonathan Milan venait à remporter ce sprint intermédiaire, 11 points dans la besace de l'Italien. 11, c'est très exactement l'avance qu'il a sur Tadej Pogačar au matin de cette 17e étape. Ah, aïe aïe aïe, et bien voilà, avec Louis Barré déjà, c'est pas vrai, qui a déjà chuté en direction de Mur de Bretagne et qui part une nouvelle fois à la faute. Côté gauche encore, j'ai l'impression. Il était déjà tombé côté gauche, on se rappelle hein, de ces photos. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors qu'il était en train de retrouver ses jambes de feu, Louis Barré une nouvelle fois projeté au sol. Mais ça va pas être le sprint du siècle. Non. Ça va être moins nerveux que sur la première semaine à l'occasion des sprints. Et on surveille quand regardez même. Les petits malins derrière. Les petits malins qui veulent relancer Asgreen, Schmidt. Plap. Plap. The Campenarts. Oh les petits malins. Oh les petits malins. La fine équipe. 300 mètres du sprint. Ah, ça a discuté. Ouais, et Simons, il surveille beaucoup plus Asgreen que Milan, son sprinter. Il a raison. Ça va relancer derrière Anthony Turgis qui va quand même aller faire le sprint à fond. Milan, attention à ne pas frotter, il ne faudrait pas tomber. Et Consoni qui va se glisser. Bon, Milan, Girmay, Turgis. Oh là là. Ah, Consoni. Jackie, vous voyez dans le futur. Ouais, Sam Watson en 3e position, Tobias Foss pour l'instant c'est le dernier étage de la fusée. Accélération de l'ancien vainqueur du Tour de France, Geraint Thomas. On s'accroche avec Kasper Asgreen et il y en a qui vont souffrir, hein. Les Jonathan Milan, les Tim Merlier vont souffrir du rythme imprimé par la formation Ineos. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un premier écrémage pour permettre à Sam Watson de pouvoir sprinter face à des sprinteurs moins rapides que Merlier et Milan? Ouais, essayer de les distancer, les sprinteurs moins bons grimpeurs que Watson. Hein. Je pense qu'on aura rapidement une image de l'arrière du peloton pour voir si oui ou non on a le maillot vert qui recule. Après en 3 bornes, même sur 6%, je pense qu'ils vont se battre les sprinteurs, et même si ils sont légèrement décrochés, ils vont pas être très loin du peloton, ils vont rentrer. Alors peut-être juste pour les user. Oui, là ça doit bien les user. Il suffit de regarder le visage de tout le monde. Ça y est, on nous l'a annoncé, Jonathan Milan est en difficulté. Il est dans un petit groupe qui a perdu quelques mètres d'avance sur le gros du peloton. Et il est escorté par Thibaut Neyss et Edward Tuns. Et on accélère une nouvelle fois pour Ivan Romeo qui demande un relais. Il ne devrait pas être écouté. Ouais, et Jonathan Milan panique. Tranquille Jonathan. Oui, pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'énerve? T'inquiète pas, t'as Quinn Simmons qui fait la police devant. Mathis. Attends, il n'est pas complètement lâché, il est dans un gros groupe, dans un peloton, il doit être patient, Jonathan. Il y a des équipiers qui sont dans ce groupe Eto, il y a Dylan Groenewegen qui a des équipiers, il y a Arnaud Démare qui a des équipiers, il y a Tim Merlier qui doit avoir 1 ou 2 équipiers. C'est aussi à ce moment-là au directeur sportif quand même de prévenir, de dire no panique, on est ensemble, et surtout il reste 92 km. Ça peut faire mal. En tout cas, un bras de fer est engagé entre les équipes de sprinteurs. On se posait la question, qui ne sprintera pas? Eh bien finalement c'est entre équipes de sprinteurs qu'on se fait la guerre à 79 km de l'arrivée. On est avec le groupe maillot vert. Ils sont juste là. Ouais. Pas de panique? Ouais, non, je pense pas. On a bien fait de relever des coureurs comme Tom Sky, hein, c'est quand même avec 15 secondes. 15 secondes dans le virage entre le dernier coureur du peloton et le premier coureur du peloton maillot vert. On doit être content de voir revenir la moto aussi. Si on va la dépasser assez allègrement. Sam Watson s'est fait piéger. On a relevé du monde autour de Tim Merlier. Fit Boas est bien là, le sprinter allemand de la formation Bahrain Victorious. C'est résorbé. Un coup de Quinn Simmons et tout rentre dans l'ordre. Un sprint de Simmons et ça rentre. C'est pas mal. Tout est à refaire. Le
peloton est en route maintenant vers le col de Tartégui, 3 km 600 à 3,5%. On a toujours notre quatuor qui ouvre la route, Albanese, Paché, Burgodo, Abrahamsen, 1 minute et 5 secondes. On contrôle. La machine s'enraye et c'est plus dur. Attention, Grosse chute avec Julien Alaphilippe une nouvelle fois à terre après sa chute en direction de Carcassonne, agacé forcément le double champion du monde. Grosse chute également pour un coureur d'Uno X et un Ineos Grenadier. c'est pas Louis Barré quand même. Non, je crois pas. 44, Dossard 44. Et la roue d'un court qui est juste devant. Là, il est tombé dans l'herbe. Julien, heureusement, ça va. Ah, La clavicule a tenu, pas besoin de la remettre. Et en attendant, on a repris un petit peu de temps et attaque de Van Aert. Attaque de Wout Van Aert. Alors là, 45 km de l'arrivée, Wout Van Aert décide d'attaquer. Est-ce qu'il va faire des émules? En tout cas, le Belge est parti au moment du ravitaillement. Ah, il a laissé sur place Quinn Simmons, là, qu'il l'a regardé faire. C'est vrai qu'on l'a vu toujours bien placé tout à l'heure dans le col de Pertuis et il n'a pas vraiment suivi les attaques. On était un peu surpris. Bah voilà, il s'est dit non, c'est trop loin de la ligne d'arrivée. Je vais profiter de la dernière côte du parcours pour essayer de lancer des offensives. Elle fait mal, cette image pour Wout Van Aert, ramené à la raison, de retour dans le peloton. Ça pose aussi question sur la stratégie de la Visma. On doit être en ordre de bataille autour de Jonas Vingegaard. Il y a la femme de Jonas Vingegaard qui s'époumonne dans les médias pour dire que son équipe ne respecte pas suffisamment son mari. Moi surtout, ce que je vois en attaquant comme ça Wout Van Aert, c'est que sur un sprint massif, il ne se sent pas capable de battre les Merlier, les Milan, les Meus, et que sa seule façon de gagner peut-être une étape cette année sur le Tour, c'est en allant dans les coups, et que ce ne sera pas sur un sprint massif comme il l'a pu faire par le passé. Donc moi c'est plus ça qui me fait dire que oui, Van Aert attaque parce que il ne veut pas se mêler au sprint. Et s'il se mêle au sprint et qu'il fait 2 pour 3 cm, on dira mais pourquoi il a été attaqué? Valentin Paré-Peintre, vainqueur hier au sommet du Ventoux, qui n'hésite pas à donner un petit coup de main à l'avant du peloton pour Tim Merlier. On est en train de se dépouiller du côté de la Soudal Quick-Step. Quinn Simmons est toujours là à l'avant. Oui, parce qu'on sent que du côté de l'équipe Soudal, on veut garder des équipiers dans le final. Pour Tim Merlier, Van der Berge, tout ça, donc on va leur demander d'en garder au maximum. Mais il faut, dans un premier temps, revenir sur l'échappée. Je suis pas sûr qu'on ait donné l'obligation à Valentin Paré-Peintre d'aller rouler. Difficile à négocier, on a relancé avec Albanese, on relance derrière avec Jonas Abrahamsen, moins de 20 secondes, 11 km 500 encore à effectuer dans cette 17e étape du Tour de France. Et Quentin Paché montre des signes de souffrance, Mathieu Burgodo s'accroche, le Viking est lancé dans ses œuvres. Mais quelle machine ce Jonas Abrahamsen, c'est impressionnant. Il y a là, je ne sais pas si vous entendez le bruit, il y a les pédales qui pleurent. Les pédales d'Abrahamsen qui pleurent. Aïe, aïe, aïe. Il les a tous fait exploser les uns après les autres. Popcorn, Quentin Paché qui regarde Abrahamsen partir au loin. Vincenzo Albanese qui marche, qui vient de remporter une victoire sur les routes du Tour de Suisse, qui se retourne. Mathieu Burgodo également est au rupteur et Jonas Abrahamsen est lancé. Les manivelles aussi qui sont en train, elles, de crier par contre. Non mais voilà, on l'a dit, de toute façon Abrahamsen, même si il y a 7 ou 8 secondes d'avance, il va continuer à broyer les pédales. Voilà. Ça c'est l'expression, broyer la pédale, et là il est en train de la broyer. Puisque là, regardez, c'est pas une véritable attaque, c'est une grosse relance sur un léger faux plat montant à la sortie du rond-point. Derrière, ils l'ont vu qu'il accélérait. Mais quand tu veux, mais tu peux point. J'ai quand même l'impression que la pluie, ça le gêne pas de trop, Jonas. Non. Serait-il un coureur qui roule souvent sous la pluie? On peut le supposer. Quand même qu'en Norvège, il fait quand même pas toujours beau et que la plupart des coureurs Uno X habitent en Norvège. Et on va reprendre Quentin Paché, Mathieu Burgodo, valeureux. Parti dès les premiers kilomètres. Il est où Albanese? Il s'est relevé ou il est intercalé? Je pense qu'il est encore intercalé. Mais j'en ai pas la certitude non plus. Allez, côté Emiretti, on roule à l'avant pour garder Pogacar bien placé avec Tim Wellens, Pavel Sivakov et donc le maillot jaune. Et on continue de perdre des grappes de coureurs. Il est encore intercalé, Vincenzo Albanese, mais il va se faire reprendre par un peloton emmené par l'équipe
UAE. Avec Tim Wellens et son maillot distinctif de champion de Belgique. J'ai eu un petit doute parce que de loin, maillot noir comme ça, je me disais peut-être là tu dors. Et on va aller chercher Valence. Ça va être rectiligne maintenant avec une enfilade de ronds-points dans les 4 derniers kilomètres et cette dernière courbe à gauche à 600 mètres de la ligne que l'on annonce cruciale. Il faudra être dans les 10 premières positions pour espérer s'imposer et lever les bras, remporter cette 17e étape du Tour de France. Jonas Abrahamsen continue d'écraser les pédales. Dernière chance pour une quinzaine de sprinteurs encore, les 5 derniers kilomètres. Le peloton qui a maintenant 7 secondes de retard sur Jonas Abrahamsen. Les différents trains qui sont en train de se mettre en place. Voilà, en cas de chute, en cas d'ennui mécanique, ça y est, on vient de passer cette fameuse zone. On devrait voir les coureurs du classement général reculer un petit peu dans la file, être aux aguets. Ouais, parce qu'on rappelle, il faut qu'il y ait une chute, un ennui mécanique. S'il y a des cassures, le temps compte. Oui, d'ailleurs, on ne voit plus les équipiers de Tadej Pogacar, on ne voit plus Tim Wellens. Les coureurs du général ont laissé la place aux équipes des sprinteurs. Valeureux, mais contraint. Un dur retour à la réalité pour Jonas Abrahamsen, avalé par le peloton. Un peloton qui file maintenant à vive allure vers Valence. On est dans la Drôme, c'est la 17e étape du Tour de France. Et c'est une arrivée massive. Milan et Merlier sont ensemble. Là, tout à l'arrière, ils vont sortir très très vite. Je pense à gauche là, non? Et une nouvelle fois, on a fait le choix de prendre à droite pour le duo de favoris du jour. Merlier-Milan. Il y a des vagues. Ça revient, oh là là, Décathlon AG2R, la mondiale là qui est sortie très large. Et c'est un peloton très étiré, 1 km 800, on est à plus de 55 km/h. C'était le dernier rond-point. Maintenant, on va aller jusqu'au bout de cette ligne droite et tourner un virage serré sur la gauche à 700 mètres de la ligne. Milan a pris la roue de Stuyven. Tim Merlier est un petit peu plus loin. Bert van Lerberg est juste devant lui. Avec Fredheim. Mais devant ça roule. Devant, on a encore Fedorov, devant Arnaud Delis. Déjà Milan. En 3e position, Arnaud Delis. Trop tôt. Ça y est, Milan, allait avec l'aide d'un équipier, est présent dans les 10 premières positions. On l'a dit, à 700 mètres, il faut être dans les 10 premiers. Et l'idéal, c'est d'encore avoir un équipier pour lui lancer le sprint. Et c'est un équipier d'Arnaud Delis là qui fait l'essentiel du travail. La flamme rouge, le dernier kilomètre, la chute avec tous les sprinteurs qui partent au sol. Tim Merlier qui est arrêté. Et ça va être devant qu'on va jouer la victoire avec grosse chute notamment pour un team Picnic Postenel. Ouais, on va faire un sprint à petit comité avec Jonathan Milan qui est passé entre les gouttes. Avec Davide Ballerini, avec Evgeny Fedorov, avec Jordi Meus. Pour l'instant, c'est un tapis rouge pour Jonathan Milan qui a réussi à s'en sortir. Et c'est un coéquipier d'Arnaud Delis qui lance, mais le taureau n'est pas là. Il est là, bien sûr, au milieu. Dans la roue du maillot vert. Fedorov qui lance de loin, Ballerini, Meus dans la roue, Milan attend son heure. On remonte également pour un Groupama FDJ. C'est Rousseau qui remonte et Penouet qui est en dernière position, complètement enfermé. Et on lance de très très loin pour David et Ballerini, Jordi Meus dans la roue. Jonathan Milan qui attend. Il est Arnaud Delis qui remonte. Delis qui lance son sprint, ça se touche. Milan dans son sprint de mammouth. Delis qui remonte. Meus pour l'instant battu est sur la ligne. La victoire, la 2e de ce Tour de France pour Jonathan Milan. Binyam Girmay tout de suite pris en charge par l'équipe médicale. Il a le bras, il montre, ok, j'ai un petit peu mal au bras droit. On revoit la chute. Alors c'est tombé. Protéinisé pas ses limites. C'est Bittner. C'est Bittner qui est coincé, pris dans un étau. Bittner qui était dans la roue de Lund Andresen. À mon avis, Bittner était le coureur privilégié chez Picnic. Et puis on a vu comme ça glisse. Une fois qu'on est parti un peu en travers, on ne peut rien faire sur ces routes humides. Et le top 10 donc, avec 2 Français, Pon Pellouet et Clément Russo. Comme lors de la première étape à Lille, ces deux-là sont dans le top 10. Une étape remportée par un Italien, Jonathan Milan, devant Jordi Meus et Tobias Lund Andresen. La 4e place pour Arnaud Delis, qui complète sa collection.